bienvenue dans ce cours de pharmacologie et plus précisément de pharmacodynamie. Ici, il s'agit de vous introduire les grandes notions que vous étudierez en détail par la suite avec les professeurs. Alors, voici le plan que nous allons suivre, avec tout d'abord une introduction à la pharmacologie générale. Ensuite, nous étudierons les mécanismes d'action des médicaments. Et enfin, nous étudierons un type particulier de cible que sont les récepteurs. Alors, introduction à la pharmacologie générale. La pharmacologie est la science qui a pour objet l'étude des médicaments. Les médicaments, ce sont des produits, des substances qui sont utilisées dans le traitement, dans le diagnostic, par exemple les produits de contraste injectés en imagerie médicale, ou alors dans la prévention, par exemple le vaccin. Alors, nous distinguons dans la pharmacologie différents domaines, différentes spécialités, notamment la pharmacodynamie, ce sur quoi porte ce cours. La pharmacodynamie, c'est tout simplement la caractérisation qualitative des effets du médicament sur l'organisme vivant. Autre domaine très important, il y a la pharmacocinétique, qui correspond à l'étude du devenir du médicament au sein de l'organisme. Et vous aurez normalement une autre capsule de la part du tutorat sur ce domaine. Et évidemment, d'autres domaines, mais qui ne seront pas abordés par le tutorat, avec la pharmacométrie, qui est une caractérisation quantitative des effets du médicament sur l'organisme, par exemple le pourcentage de vasodilatation induit par un médicament. Il y a aussi la pharmacovigilance, pharmacogénétique et pharmacoéconomie, etc., etc. Et évidemment, tous ces domaines sont interdépendants, c'est-à-dire que les propriétés pharmacocinétiques d'un médicament, par exemple, peuvent impacter la pharmacovigilance. C'est un exemple. Notion très importante à comprendre, mais je pense que vous le savez déjà, c'est que la définition du médicament est très encadrée par la loi, pour tout simplement ne pas nuire aux patients. Donc maintenant, grand 2, les mécanismes d'action des médicaments. Alors tout d'abord, quelques généralités sur la pharmacodynamie. Un médicament possède, et très grossièrement, un effet principal recherché, par exemple l'effet antalgique, l'effet antipyrétique, l'effet antihypertenseur, etc., etc. Et des effets secondaires qui peuvent être gênants, nuisibles, par exemple les constipations, indifférents ou alors encore utiles. Un cas un peu plus rare, je pense. Alors les mécanismes d'action des médicaments. Les structures sur lesquelles les médicaments agissent sont appelées cibles. La cellule est l'entité minimale vivante cible d'action des médicaments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement dans cette cellule, ou sur cette cellule, on le verra par la suite, on note la présence de macromolécules qui ne sont autres que les cibles qui assurent une fonction cellulaire, et cette fonction cellulaire est altérée lors de pathologies. Ainsi, les médicaments à visée thérapeutique ont pour fonction la restauration de la fonction cellulaire. Illustrons ce mécanisme d'action. Ici, il y a un médicament. Le médicament va venir se lier à une cible, illustrée ici. Du fait de la liaison du médicament, il y a une réponse cellulaire, et du fait de la réponse cellulaire, il y a un effet pharmacologique ou pharmacodynamique, c'est pareil. Et donc la pharmacodynamie, c'est tout simplement en fait l'étude de toutes ces interactions, c'est-à-dire entre la liaison du médicament, la réponse cellulaire et l'effet pharmacologique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de cible, parce qu'elle est tout simplement essentielle à la pharmacologie. Grand C, les grandes familles de cibles des médicaments. Alors, les cibles des médicaments peuvent être, dans 80% des cas, codées par le génome humain. Elles sont alors dites endogènes. C'est-à-dire que dans 80% des cas, le médicament va agir sur un tissu de l'organisme, par exemple le cœur, le foie, l'intestin, etc., etc. Et donc, dans 20% des cas, ces cibles sont des cibles d'organismes pathogènes, et elles sont alors dites exogènes. Un exemple d'organisme pathogène, tout simplement les bactéries, et donc, par exemple, les antibiotiques vont agir sur les bactéries. Et selon le rôle de ces cibles, nous pouvons distinguer 3 types de cibles. Tout d'abord, celles jouant le rôle de récepteurs de médiateurs de l'organisme pour la communication cellulaire, avec ici 4 exemples qui seront étudiés dans cette présentation. Puis il y a les cibles assurant le passage transmembranaire d'un ion ou d'un métabolite, avec d'autres exemples, avec des exemples, mais qui ne seront pas étudiés en détail dans cette présentation. Et enfin, les cibles assurant un rôle enzymatique dans une voie métabolique, avec les enzymes, et qui ne seront pas abordés en détail.
Et il ne faut surtout pas oublier qu'il y a encore des cibles inconnues qui seront découvertes, donc peut-être dans 10-20 ans on découvrira de nouvelles enzymes, de nouveaux récepteurs, et voilà. Petite remarque pour vous dire en fait que le terme ici de récepteur est pris dans son sens le plus restrictif. Donc ça veut dire en fait qu'en pratique c'est beaucoup moins prise de tête, parce que ce terme de récepteur va aussi être employé pour désigner des canaux ioniques ou des transporteurs. Donc cette diapositive n'est pas à prendre religieusement, elle est vraiment juste là pour permettre d'avoir les idées claires. Et donc nous, dans ce cours, quand on parlera de récepteurs, je parlerai vraiment du premier point, c'est-à-dire les 4 premières flèches que vous voyez. Voilà. Et donc maintenant, on va essayer en fait de localiser ces cibles au niveau de la cellule. Donc ici, vous avez une cellule avec la membrane plasmique, le milieu extra et intracellulaire. Et j'ai pas représenté le noyau parce que j'avais pas vraiment de place. Donc les cibles peuvent être membranaires, avec des récepteurs qui peuvent être membranaires, que vous voyez ici. Les canaux ioniques sont membranaires, les pompes ioniques et d'autres transporteurs seront membranaires aussi. Il ne faut pas oublier les cibles inconnues. Et je vous ai représenté ici le paracétamol, tout simplement parce que la cible de l'effet antipyrétique du paracétamol est inconnue. Donc aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi la prise de paracétamol permet de diminuer la température en cas de fièvre. Donc voilà, toujours des cibles inconnues. Et du fait de la liaison du médicament sur une de ces cibles, il va y avoir une réponse cellulaire. Et du fait de la réponse cellulaire, il y aura un effet pharmacodynamique. Et donc, je vous entourer en rouge ici ce qu'on va étudier dans ce cours. Les cibles peuvent aussi être intracellulaires, donc toujours une cellule, et vous représentez ici le noyau avec l'ADN à l'intérieur. Les enzymes sont des cibles intracellulaires. Les enzymes sont dans la très grande majorité des cas des protéines qui catalysent une réaction chimique. Les médicaments peuvent donc activer ou inhiber une enzyme. Il y a aussi des récepteurs qui peuvent être intracellulaires, notamment les récepteurs nucléaires, et on verra pourquoi ils sont appelés récepteurs nucléaires. Il y a aussi des cibles intracellulaires inconnues, toujours, et encore une fois, du fait de la liaison du médicament sur une de ces cibles, il va y avoir une réponse cellulaire avec l'effet pharmacologique. Et je vous entourer en rouge ici ce qu'on va étudier, donc les récepteurs nucléaires, avec les 3 autres types de récepteurs. Et donc maintenant, quelques définitions avec la notion de ligand. Ce sont des substances physiologiques ou pharmacologiques qui se fixent sur une cible. C'est un terme très générique que vous entendrez très souvent. De la notion de ligand découle la notion d'agoniste. C'est un ligand qui en se fixant sur un récepteur entraîne son activation. Et donc, c'est le cas classique que je vous décris depuis le début, avec ici en orange l'agoniste, en noir le récepteur. Fixation, il y a fixation, ensuite une réponse cellulaire, et enfin l'effet pharmacologique. Et il faut distinguer de la notion d'agoniste, la notion d'antagoniste, qui est un ligand qui peut se fixer sur un récepteur sans induire son activation. Donc en violet, l'antagoniste, en noir, toujours le même récepteur. Il y a fixation de l'antagoniste, mais pas de réponse cellulaire et pas d'effet pharmacologique propre. Donc si vous mettez seulement un antagoniste en présence d'un récepteur, il ne se passe rien. Alors, je vous l'ai dit, on va s'intéresser aux récepteurs, qui sont un type particulier de cible. Alors, on va classifier ces récepteurs. Les récepteurs, vous le savez, peuvent être transmembranaires, et c'est l'exemple de ces 3 types de récepteurs qu'on va étudier. Et donc là, je vous renvoie à la diapositive avec la cellule, vous vous souvenez. Ou alors, ils peuvent être intracellulaires, et c'est l'exemple, vous l'aurez compris, des récepteurs nucléaires. Donc, les récepteurs transmembranaires. Un récepteur transmembranaire traverse la membrane plasmique. Il possède un côté extracellulaire sur lequel se fixe le ligand et un côté intracellulaire qui génère la réponse cellulaire. Illustrant tout ça avec en orange le ligand, et je dirais même l'agoniste, parce qu'il y a réponse cellulaire. Les récepteurs transmembranaires sont la cible de 40% des médicaments, donc c'est quand même un gros marché. Depuis le début, je vous parle de réponse cellulaire, mais quelle est cette réponse cellulaire? Que se passe-t-il en fait quand il y a réponse cellulaire? Et donc, on va maintenant étudier le schéma classique des étapes de la réponse cellulaire. Il y a tout d'abord fixation de l'agoniste, c'est-à-dire qu'un agoniste interagit avec son récepteur.
Cette interaction se fait avec une certaine affinité, c'est-à-dire en fait que certains ligands se fixeront plus facilement sur certains récepteurs. Il y a ensuite transduction du signal. La transduction du signal correspond aux mécanismes intracellulaires qui permettent, suite à la fixation de l'agoniste, d'observer un effet pharmacodynamique ou pharmacologique. C'est pareil. Et donc, la transduction implique classiquement un système amplificateur et un système effecteur. Et donc, en cas de fixation d'un agoniste, il y a tout d'abord activation du récepteur, qui lui-même active un système amplificateur qui lui est associé. Ensuite, le système amplificateur produit des messagers secondaires qui amplifient le message. Et donc, ensuite, ces messagers vont activer le système effecteur, et ensuite le système effecteur correspond aux molécules effectrices qui seront à l'origine de l'effet pharmacologique. Et enfin, donc, cet effet pharmacologique sera relié à la notion d'activité du ligand. Et vous avez ici en fait la diapositive, tout simplement, que je viens de lire. Alors, on reprend notre schéma. Les récepteurs peuvent être transmembranaires, on le sait déjà, intracellulaires, on le sait déjà. Parmi les récepteurs transmembranaires, il y a ceux à transduction directe et ceux à transduction indirecte. On verra ce que ça veut dire plus tard. Les récepteurs à transduction directe, ce sont les récepteurs canaux ou les récepteurs à activité enzymatique. Et les récepteurs transmembranaires à transduction indirecte, ce sont les RCPG. Encore une fois, on les étudiera d'ici quelques minutes. Donc, à bien distinguer. Alors, les récepteurs à transduction directe. Donc, il y a fixation du ligand, on le sait. Et donc, vous voyez ici qu'il n'y a pas de mise en jeu du système amplificateur. Et donc, pas de messager intracellulaire. La fixation du ligand sur le récepteur active directement le système effecteur. Alors, les récepteurs canaux sont aussi appelés récepteurs ionotropes. C'est pareil, ce sont des récepteurs à transduction directe. Ce sont des récepteurs membranaires assurant la fonction d'un canal ionique. Mais ce ne sont pas des canaux ioniques. D'accord? Je vous rappelle que les canaux ioniques sont d'un autre type de cycle. Donc vous voyez ici un récepteur canal schématisé et une schématisation ici plus précise. Comment marche un récepteur canal ou récepteur ionotrope? Il y a tout d'abord fixation du ligand. Ici, il y a marqué neurotransmetteur, mais les neurotransmetteurs sont des ligands. Ensuite, il y a ouverture du canal et ensuite un fluion à travers la membrane. Et donc, j'insiste bien, les récepteurs canaux ne sont pas des canaux ioniques. Récepteur canal et canal ionique sont bien deux cibles distinctes. Autre type de récepteur à transduction directe, les récepteurs à activité enzymatique. Ils possèdent une activité enzymatique au niveau du versant intracellulaire. Et donc, vous avez ici schématisé un récepteur à activité enzymatique avec, au niveau du milieu intracellulaire, l'activité enzymatique. Cette activité enzymatique, ça peut être une activité protéine kinase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le récepteur, la partie enzymatique intracellulaire du récepteur, va phosphoryler d'autres protéines suite à la fixation du ligand. Et ensuite, il y a un autre exemple, les récepteurs à activité guanylate cyclase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie intracellulaire du récepteur va s'associer à l'enzyme qui s'appelle guanylate cyclase. Et donc, je ne peux pas détailler ces notions plus précisément. Donc voilà, bien distingué parmi les récepteurs à activité enzymatique. Et alors, attention, les récepteurs à activité enzymatique ne sont pas des enzymes. Maintenant, les récepteurs à transduction indirecte, qui sont aussi appelés récepteurs métabotropiques. Donc, il y a un effet pharmacodynamique. Ici, la transduction nécessite l'intervention de messagers secondaires, de messagers cellulaires, qui sont nécessaires à l'amplification du message et à la création d'une réponse cellulaire. Donc, le schéma ici, j'ai repris la diapositive, et donc vous voyez ici qu'il y a mise en jeu du système amplificateur. Et donc, on va étudier ce système amplificateur avec l'exemple des RCPG, qui signifie récepteur couplé à une protéine G. C'est vraiment un type particulier de récepteur qu'on appelle ainsi. Un RCPG, qu'est-ce que c'est? C'est un récepteur à 7 passages transmembranaires. Et il est associé à une protéine G. Donc vous voyez, vous pouvez compter 7 passages transmembranaires. Et la protéine G qui lui est associée. Qu'est-ce que c'est que cette protéine G?
La protéine G, c'est tout simple, elle existe tout d'abord sous différentes formes. Il y a différents types de protéines G, mais ce ne sera pas abordé en détail dans ce cours. Cette protéine G est constituée de 3 sous-unités, alpha, bêta, gamma, toujours. Et enfin, la protéine G, vous le voyez, est associée au fluide interne de la membrane plasmique. Et donc, une protéine G, c'est bien 3 sous-unités, alpha, bêta, gamma. Et donc, on va maintenant étudier le mécanisme d'action des RCPG, et vous avez représenté ici une cellule. Il y a tout d'abord fixation de l'agoniste sur le RCPG. Ici, la protéine G est inactive. Il va ensuite y avoir activation du RCPG, étape que je n'ai pas représentée ici. Du fait de l'activation du RCPG, il va y avoir activation de la protéine G. Suite à l'activation de la protéine G, il va y avoir dissociation de la protéine G. Et donc, vous voyez ici que la sous-unité alpha se sépare des sous-unités bêta, gamma qui, elles, restent accrochées. C'est toujours comme ça, donc. La sous-unité alpha se sépare bien des sous-unités bêta et gamma qui restent accrochées. Quatrième étape, les sous-unités ici vont amplifier le message via des messagers secondaires. Et donc, vous le reconnaissez ici, c'est le système amplificateur qui vont amplifier le message via des messagers cellulaires, représentés ici par les flèches pointillées vertes, mais qu'on ne va pas étudier en détail dans cette présentation. Enfin, les messagers cellulaires activent les effecteurs et ces derniers seront à l'origine d'un effet pharmacodynamique. Et en fonction du type de la protéine G, les effecteurs activés seront différents. Parce que vous vous souvenez qu'il existe différents types, différentes formes de protéines G, mais qui sera toujours constituées de 3 sous-unités. D'accord ? On va maintenant étudier les récepteurs intracellulaires. On reprend notre schéma classique. Les récepteurs peuvent être transmembranaires, on vient de l'étudier. Et donc, on va s'intéresser maintenant aux récepteurs intracellulaires avec les récepteurs nucléaires. Donc, les récepteurs peuvent également être intracellulaires. Ce sont les récepteurs nucléaires. Ils sont dits nucléaires parce qu'ils vont avoir une action sur l'ADN qui est situé dans le noyau. Ces récepteurs nucléaires impliquent un système de navette pour agir sur l'ADN. Ce système de navette, on ne va pas l'étudier aujourd'hui. Vous l'étudierez normalement en détail dans biologie cellulaire. Et un exemple d'action sur l'ADN, par exemple, ça va être que l'activation du récepteur intracellulaire ou nucléaire, c'est la même chose, peut permettre une augmentation de la transcription d'ADN en ARN messager et donc une augmentation de la synthèse d'une protéine. Et vous avez ici schématisé le mécanisme d'action des récepteurs nucléaires. Alors, quelques critères d'identification des récepteurs. On va étudier toutes ces notions. Et donc, on va maintenant étudier les ligands endogènes des récepteurs avec la notion de médiateur. Ce sont les ligands endogènes des récepteurs, on les appelle ainsi. Quelles sont les grandes familles de médiateurs? Il y a tout d'abord les neuromédiateurs pour le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Il y a ensuite les hormones, par exemple l'A17-bêta-œstradiol qui est un médiateur du récepteur des œstrogènes. C'est un exemple. Ensuite, les facteurs de croissance et enfin les cytokines. Ce sont des facteurs de l'inflammation et du système immunitaire. Une notion extrêmement importante à comprendre, c'est qu'un même médiateur, voire même un même ligand, peut agir sur plusieurs récepteurs. Et un récepteur peut réagir à plusieurs ligands. Et donc, par exemple, la dopamine possède 4 récepteurs, mais elle peut également réagir avec le récepteur de l'adrénaline, mais avec très peu d'affinité et d'effet. Le critère de corrélation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'intensité de l'effet pharmacodynamique est proportionnelle au nombre de récepteurs occupés. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, les critères de liaison, avec tout d'abord la notion de saturabilité. On dit d'une liaison qu'elle est saturable lorsqu'il existe un nombre fini de récepteurs et que la fixation de beaucoup de molécules sur les récepteurs permet de tous les occuper. Ainsi, l'intensité de l'effet pharmacodynamique n'est pas proportionnelle au nombre de médiateurs ou d'agonistes qui sont présents dans le milieu, car au bout d'un moment, tous les récepteurs seront occupés, c'est-à-dire saturés. Illustrons tout ça avec, en ordonnée, le pourcentage de récepteurs occupés, saturés.
en abscisse la concentration de ligand dans le milieu. Et donc, vous voyez que lorsqu'on augmente la concentration de ligand dans le milieu, on arrive très rapidement à un plateau, et vous voyez que dans la zone entourée en rouge, presque tous les récepteurs sont saturés. Vous voyez qu'on est à presque à 100%. Et donc ici, augmenter la concentration de ligand ne permet pas d'augmenter l'effet pharmacodynamique. Ensuite, la notion d'affinité que vous connaissez maintenant et dont vous avez la définition ici, que je ne vais pas reprendre. La notion ensuite de réversibilité. On dit d'une liaison qu'elle est réversible lorsque le ligand peut se dissocier aisément de son récepteur malgré la fixation. Et enfin, la notion de spécificité stéréochimique, c'est-à-dire qu'une cible peut discriminer les isomères d'une même molécule. Et un isomère, je pense que vous le savez, c'est une même molécule, d'accord, mais avec un positionnement différent de ses atomes dans l'espace. Et donc ainsi, un isomère sera actif, tandis que l'autre isomère ne le sera pas. Maintenant, les critères de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, il faut qu'il y ait une colocalisation des récepteurs et des ligands. Ça paraît logique. C'est-à-dire que vous savez que l'organisme comporte beaucoup de compartiments cellulaires différents, avec le noyau, le réticulum endoplasmique, les mitochondries, et il y en a bien d'autres. Et en fait, il faut tout simplement que le récepteur et le ligand puissent être dans le même compartiment pour qu'il y ait une interaction. Ça paraît logique. Et à une plus grande échelle, donc par exemple, si on a un récepteur intracellulaire, il faut tout simplement que le médiateur ou le médicament puisse tout simplement passer au travers de la membrane plasmique pour atteindre ces récepteurs qui est à l'intérieur de la cellule. Et à une plus grande échelle, il faut que les récepteurs soient localisés sur les tissus sur lesquels on veut agir. Ça paraît encore une fois logique, mais si on veut agir au niveau du foie, par exemple, il faut qu'il y ait que le récepteur sur lequel on veut agir soit présent au niveau du foie. Et maintenant, notion très importante, en fait, ce sont des notions de pharmacométrie. Et donc, si vous voulez, tous les ligands des récepteurs ne sont pas capables d'induire 100% de l'effet pharmacodynamique. Et ce, même si nous augmentons leur concentration. Ainsi, nous pouvons classer les ligands en fonction de l'activité, c'est-à-dire de l'effet pharmacodynamique qu'ils induisent. Il y a tout d'abord les agonistes entiers. Ils sont capables d'induire 100% de l'effet pharmacodynamique. C'est le cas classique que je vous décris depuis le début quand je parle d'un agoniste. Il y a ensuite la notion d'agoniste partiel. Ils sont incapables d'induire 100% de l'effet pharmacodynamique, et ce, peu importe leur concentration. Ensuite, il y a les agonistes inverses, qui induisent l'effet inverse de l'agoniste endogène, en se fixant pourtant sur le même récepteur. Et enfin, la notion d'antagoniste, que vous connaissez, qui n'induisent aucune réponse cellulaire. Illustrons tout ça pour que ce soit plus clair. Vous avez ici, en ordonnée, l'activité, d'accord, de 0 à 1 et de 0 à moins 1, c'est-à-dire l'effet pharmacodynamique. Avec 1, l'activité endogène, si vous voulez, et moins 1, c'est l'activité inverse. Et en abscisse, la concentration de ligand dans le milieu. Première courbe, vous voyez qu'on augmente la concentration de ligand dans le milieu et on atteint l'activité endogène maximale. Vous voyez qu'on arrive à 1. Ce sont les agonistes entiers. L'activité maximale est égale à 1, c'est le cas classique, comme je vous l'ai dit. Il y a ensuite la courbe bleue. On augmente la concentration de ligand dans le milieu, mais on n'arrive pas à atteindre 1, on n'arrive pas à atteindre l'activité endogène maximale. Ce sont les agonistes partiels, dont l'activité maximale est inférieure à 1. Ensuite, en rouge, vous voyez qu'on augmente la concentration de ligand dans le milieu, mais l'activité reste égale à 0. Vous l'aurez compris, ce sont les antagonistes. L'activité est égale à 0, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse cellulaire. Et enfin, vous avez les deux courbes orange ici. Vous voyez qu'on augmente la concentration de ligand dans le milieu. L'activité, en fait, est inférieure à 0. Et ça veut tout simplement dire que ces agonistes, via réponse cellulaire, vont induire l'effet inverse de l'activité endogène. Ce sont les agonistes inverses, dont l'activité maximale, ici j'ai mis, est comprise entre moins 1 et 0. Mais dans tous les cas, ils vont induire l'effet inverse. Et donc, comme je vous l'ai dit,
Toutes ces notions en fait d'activité, d'effets pharmacodynamiques et de quantification d'effets pharmacodynamiques appartiennent au domaine de la pharmacométrie et dont je vous ai parlé en introduction. Et donc, j'ai terminé ici avec la présentation. Et donc, on en a terminé avec cette présentation. Il y a beaucoup de nouvelles notions, donc je vous conseille de reprendre toutes ces notions tranquillement chez vous. Et merci pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite de l'aventure.